Salut! Aujourd'hui, saga historique, donc accrochez-vous, on va être bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la saga historique écrite par Jim Fergus, 1000 femmes blanches, qui se compose de 3 tomes. Le premier, c'est 1000 femmes blanches, forcément. Le deuxième, c'est La vengeance des mères. Et le troisième tome, et le dernier d'ailleurs, parce que je crois qu'il n'y aura pas de suite, Les Amazones. Voilà, donc en fait, c'est un roman historique qui se passe au 19e siècle aux États-Unis. Et comme vous le savez, les États-Unis, au 19e siècle, il y a eu quelques petits événements. Genre, beaucoup d'événements. Donc le président Ulysses Grant, héros de la guerre de sécession, qui rencontre un jour à Washington le chef Cheyenne, Little Wolf. Et on ne sait pas réellement en fait ce qui s'est dit lors de cette rencontre, mais Jim Fergus part d'un constat, part d'une idée en fait, en disant eh ben si ils avaient essayé en fait de s'entendre tous les deux pour que les Amérindiens et les Américains s'entendent enfin. Le marché aurait été le suivant, donc je dis bien aurait été, parce que l'accord n'a jamais été prouvé, donc on ne sait pas si vraiment ça s'est passé. C'était l'échange entre... et là je sens que je vais faire monter la pression chez certaines et certains. L'échange entre 1000 chevaux, donc de la part des Indiens, des Amérindiens, contre 1000 femmes blanches. D'où le titre. Enfin, il y avait un petit. Et donc tout ça pour favoriser en fait l'intégration de la nation Lakota dans la société américaine en fait, et de faire un peu le cessez-le-feu, que les tensions se calment enfin entre tout le monde. Donc Ulysses Grant accepte cet accord, et il va commencer à faire une campagne de recrutement au travers de tout le pays, et surtout dans les prisons et les asiles. Parce que quand même, faut pas déconner, on va pas leur envoyer non plus les femmes les plus respectables, selon la définition de l'époque, hein, d'accord? Ce n'est pas moi qui émets un jugement. Donc, dans le premier tome, on suit May Dodd, jeune femme qui, elle, part d'un asile, où elle a été internée plus ou moins par rapport à sa famille et surtout son mari, et pour échapper aux conditions de vie terribles dans les asiles, hein, toutes les violences physiques et mentales, elle accepte de rejoindre donc le programme FBI, donc Femmes Blanches pour Indiens, et non pas FBI, parce que ça c'est plus tard. Et en fait, elle va tenir un journal de bord sur tout ce qui lui arrive pendant le voyage, et ensuite quand elle rejoint le camp Cheyenne. Donc en fait, on a un tout petit peu son début de vie vite fait, et ensuite sa rencontre avec d'autres femmes dans un train. Donc il y a des femmes qui viennent effectivement de prison, qui essayent d'échapper à une situation terrible, ou qui essayent tout simplement de trouver autre chose, une autre vie, une vie peut-être plus équitable aussi, parmi les Amérindiens, puisque la société américaine les a rejetés. Voilà, donc toutes ces femmes ne sont pas égales d'un point de vue sociétal. D'accord, on a une grande dame de la haute, on a une dame sudiste, on a une femme noire, on a une danseuse de cabaret, donc vous voyez, tout le panel de la société américaine de cette époque-là est représenté. Donc, elle tient son journal, elle décrit ce qu'elle voit et ce qu'elle entend, donc en fait, on a vraiment le point de vue de May Dodd, le point de vue d'une femme de l'époque, en fait, donc avec toutes ses qualités et tous ses défauts aussi, hein, ce qui est normal. Et après ce voyage en train, ils vont rejoindre un camp militaire américain, le dernier camp en fait avant de rejoindre le camp, donc ça fait un petit peu la frontière entre la civilisation américaine et ensuite ce que eux appelaient la côté sauvage, donc en fait la civilisation indienne. Elles vont rencontrer le capitaine Bourke, le fringant capitaine Bourke, c'est va voir des trucs. Et ensuite, enfin surtout, elles rejoignent donc le camp Cheyenne, et elles vont devoir essayer de s'intégrer à cette société-là, qu'elles ne connaissent pas du tout, elles ne connaissent pas les codes, elles ne connaissent pas la langue, elles ne connaissent rien, donc elles arrivent avec en fait leurs habits, leurs coutumes, leur façon de faire totalement américaine, dans une société cheyenne qui ne fonctionne absolument pas de la même façon. Dans cette aventure, elles sont quand même accompagnées d'un homme, Anthony, qui est un prêtre en fait, et qui va essayer lui d'évangéliser en fait la population amérindienne. Donc voilà, ça c'est le postulat de départ. Et ensuite, on aura toutes les aventures de May Dodd et de ses amis, de savoir comment elles se sont intégrées, si elles se sont intégrées, comment ça s'est passé, et aussi, du coup, on a un point de vue assez intéressant, puisqu'on a les femmes blanches donc, qui sont arrivées dans le camp Cheyenne, mais qui aussi réagissent finalement à ce qui se passe avec les Américains, puisqu'elles ont enfin un autre point de vue. Elles ont plus le point de vue des Américaines dans la société américaine, elles commencent à avoir le point de vue, en fait,
des Cheyennes finalement, de voir comment le gouvernement et les Américains agissent réellement envers les Amérindiens. Et ça c'est super intéressant en fait. Tout ça du point de vue d'une blanche. Donc ça c'était pour le premier tome, avec d'autres événements tragiques qui vont se passer, parce que ça reste quand même... Ça suit la trame historique réelle en fait des États-Unis. Le deuxième tome, on suit une autre femme qui vient du deuxième en fait contingent de femmes envoyées aux Cheyennes. Donc c'est Molly McGill qui elle sort de prison de Sing Sing où elle a été enfermée pour, vous le saurez en lisant le livre. Et pareil, elle tient aussi un journal et en fait elle raconte tout ce qui se passe pour elle, avec un autre point de vue, un point de vue très différent de celui de Maydod en fait, ce qui est vachement intéressant. Et aussi on vit avec elle toutes les conséquences des événements du précédent roman. Et pareil pour le troisième, donc ça fait vraiment une continuité entre les trois. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus on revit certaines batailles américaines contre les Amérindiens. Notamment la plus célèbre en fait, c'est la bataille de Little Big Horn qui a lieu en 1876, la fameuse bataille où le général Custer a trouvé la mort et l'armée américaine a subi une lourde défaite. Ce que je vous propose de voir dans la deuxième partie, donc la partie historique, où je reprends certains événements, certains points de ce qui s'est passé au 19e, surtout la deuxième partie du 19e, parce que sinon en fait ça aurait été méga trop long en fait. Donc j'ai préféré me focaliser à partir de 1851 jusqu'à 1900. Donc comme dirait l'autre, hold on to your butts, et on y va. Alors, pourquoi, d'après vous, j'ai choisi la date de 1851? J'aurais pu en choisir plein, mais j'ai préféré celle-là, parce que tout simplement, en 1851, il y a eu le traité de Fort Laramie, donc c'est le premier traité qui a été fait entre les Amérindiens et les Américains, et en fait, ce traité-là définissait à l'époque les frontières de la nation Lakota, qui était censée être une nation souveraine, c'est-à-dire qu'il n'avait aucun compte à rendre au gouvernement fédéral, c'était un pays, la nation Lakota, en fait, qui aurait dû exister, qui aurait dû avoir lieu. Bien sûr, si je vous dis ça, c'est parce que ça s'est pas trop passé comme ça, étonnamment, hein, n'est-ce pas? Sauf qu'en fait, en 1866, il y a eu le début de la construction du chemin de fer. Et vous savez, en voyant, je pense, en regardant tous les westerns qui sont disponibles, que la construction du chemin de fer, c'était un grand rêve à l'époque aux États-Unis. Et donc, il y avait beaucoup d'investissements, il y avait beaucoup d'argent qui était mis en jeu, en fait, pour justement la construction du chemin de fer. Et comme de par hasard, on ne s'y attendait pas, le chemin de fer passe par les terres de la nation Lakota. Donc en fait, le premier traité, donc le Fort Laramie, n'est pas respecté. Voilà, c'est juste ça a attendu 15 ans. Au bout de 15 ans, déjà, les chemins de fer, qui n'avaient strictement rien à voir avec la nation Lakota, passent par les terres Lakota. Peut-être que ça fera écho avec les situations actuelles où se passe exactement la même chose. Donc il y a 3 tribus qui se rebellent contre ça et qui défont l'armée américaine. Déjà. Voilà. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en 1868, c'est le second traité de Fort Laramie. Donc là aussi, encore une fois, il garantit la souveraineté de la grande nation Sioux, en disant, bon bah voilà, vous avez votre nation, il n'y a pas de souci, c'est à vous. Vous sentez qu'il y a un pétard. Et aussi, il souligne, il préserve la propriété de la grande nation Lakota sur les Black Hills. Les Black Hills, ce sont des montagnes sacrées en fait, qui sont dans le Dakota du Sud. Et c'est vraiment des montagnes voilà, qui font partie en fait de la culture Lakota. De la culture même de tous les Amérindiens, pas juste de la nation Lakota. Donc ce traité est fort intéressant parce qu'en fait c'est la première et la dernière fois que le gouvernement américain négocie et accepte toutes les conditions demandées par le peuple vainqueur. Mais vous allez voir que... Alors ça pourrait être une bonne nouvelle, et je pense qu'à l'époque c'était une bonne nouvelle, mais... voilà. Ça va pas... Donc l'année suivante, le chemin de fer est complété et arrive à présent, maintenant, dans les grandes plaines, dans tous les lieux où sont aussi les Amérindiens, les chasseurs blancs. Alors pourquoi je parle de chasseurs blancs? C'est pour mettre en opposition les chasseurs blancs et les Amérindiens. Et en fait, les chasseurs vont, comme sport, tuer tous les bisons. Et ça a l'air tout couillon comme ça, mais sauf qu'en fait, si tu tues les bisons, ça enlève aussi une source de nourriture, une source d'habillement, une source aussi de... Parce qu'ils construisaient leur tipi, ils construisaient beaucoup de choses à partir du bison, en fait.
et ben ils en ont supprimé une grande partie juste pour le sport. Juste parce que c'était rigolo donc de tuer des bisons. Bon. En 1871, il y a eu là un gros retournement de situation, donc je rappelle, c'est juste 3 ans. 3 années après le second traité de Fort Laramie. Ça y est, les Amérindiens sont finalement considérés comme des prisonniers de guerre, donc ça veut dire qu'ils n'ont plus de droits comme les Américains, il n'y a plus de nation Lakota qui existe, et ils ont plus rien en fait. Hein. Concrètement, c'est des prisonniers de guerre, ils sont plus considérés comme étant des citoyens à part entière. Et le gouvernement va mettre de plus en plus de pression pour justement récupérer les terres, pour récupérer plein de choses de la part des Amérindiens sans forcément rencontrer de grande résistance, en tout cas c'est ce qu'ils souhaitaient. Donc il y a l'intervention notamment du colonel Sheridan qui, lui aussi, comme le président Grant, est un héros donc, de la guerre de sécession, qui fait en fait un mouvement militaire, enfin une guerre totale en fait si vous voulez. C'est-à-dire que durant l'hiver, il va attaquer tous les villages amérindiens pour les affaiblir, pour les priver de nourriture, pour les priver de tout, et surtout pour les faire mourir en fait. Donc il va attaquer inlassablement, tous les hivers, les camps amérindiens, pour éradiquer ce que lui considérait comme étant un problème. C'est super, hein. En 1874, le général Custer, dont je parlais dans la première partie, et ben le général Custer annonce qu'il a trouvé de l'or dans les Black Hills. Vous vous rappelez les montagnes sacrées? Sauf qu'il a dit qu'il y avait de l'or. Là, ce qui fait que du coup le gouvernement américain se dit Monsieur a l'or, on va essayer de récupérer cette terre-là, on va pas les laisser là. Du coup, tous les orpailleurs, c'est l'arrivée vers l'or, paf, ils partent tous là-bas. Justement pour creuser dans les Black Hills et se dire bon, les Black Hills, c'est un gouvernement américain, hein, on va pas se mentir. Et du coup, le traité de Fort Laramie, là, c'est niet, hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien du tout. Donc en fait, en 1875, c'est le début de la guerre contre la nation Lakota, parce que eux, ils voulaient pas que leurs terres soient exploitées, surtout pas leurs terres sacrées quand même, hein, et ça montre aussi que le gouvernement américain n'est pas très fiable. Et en 1876 arrive donc la fameuse bataille de Little Big Horn. C'est le général Custer en fait qui lance une offensive contre un camp amérindien qui regroupait Sioux et Cheyenne, qui eux sont menés par Sitting Bull et Crazy Horse. Donc on connaît quand même vachement bien les noms. Et en fait, c'est une défaite cuisante pour l'armée américaine. Voilà, le général Custer est tué, les Américains sont... il n'y a plus rien, c'est les Amérindiens qui ont gagné cette bataille, et en fait, qui ont perdu la guerre. C'est ça qui aurait eu. Hein. Donc, suite à ça, en 1877, un nouvel accord est présenté, et présenté de façon un petit peu obligatoire en fait, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'accord réel entre les deux peuples. Cet accord s'appelle le Sell or Starve, donc vend ou mère de faim. C'est super comme nom. Donc soit tu vends tes terres, tu vends tes trucs, et tu reçois une allocation, enfin on va dire une allocation, dire ça comme ça, du gouvernement américain, soit tu ne reçois plus de nourriture pour ton peuple. Donc tout le principe de Sell or Starve. Et puis c'est des ventes à des prix dérisoires, hein. Faut pas rêver non plus, hein, devine pas riche. Et donc en fait, de 1877 à 1887, ils perdent des millions et des millions d'hectares qui vont aux fermiers blancs, qui vont s'installer, qui vont organiser des land rush. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là, je l'avais appris à la fac. Je crois que c'est dans le film The Birth of a Nation, on voit ça. C'est assez impressionnant, c'est qu'en fait, vous avez, je sais pas, 2-3 km comme ça, de chariots qui sont tous alignés au même endroit, comme ça. Et à midi, il y a un clairon qui sonne, et en fait, tous ces chariots vont s'ébranler, vont faire la course pour trouver chacun un lopin de terre, gratuitement. Et une fois qu'ils ont trouvé un lopin de terre défini, hein, bien sûr, par le gouvernement, par l'administration, et ben, c'est à eux. C'est comme ça que les Amérindiens ont perdu leur terre, en fait. Donc les Blancs puissent s'installer tranquillement, guilou, sur leur sol. Youpi. Donc il y a eu ça, et en 1890, le 29 décembre 1890, là par contre c'est un événement qui marque la fin vraiment de la guerre de la grande nation Lakota,
qui marque un peu la fin de tout, en fait, c'est le massacre de Wounded Knee. Alors désolé pour mon accent, mais comme je suis un petit peu malade, du coup je parle un peu mal. Donc le massacre de Wounded Knee, c'est-à-dire c'est des troupes américaines qui encerclent un camp de Sioux. Voilà, ils ont tous encerclé un camp de Sioux. Et ils ont massacré 300 personnes, 300 prisonniers de guerre, dont le chef de guerre, Bigfoot. Voilà, il n'y a pas eu de survivants, il y a eu des photos, donc vous pouvez y apparaître petit à petit. Et en fait, tous les soldats ont été récompensés par la médaille de l'honneur. Voilà. Donc en gros, il y a les militaires américains qui en plus essayé une nouvelle arme qui fait un peu office de mitrailleuse, je sais pas tous les trucs non plus. Ils ont encerclé et massacré 300 personnes et ils ont reçu donc la médaille d'honneur pour avoir réussi à faire ça. Et ouais. Enfin, en 1900, donc c'est là où je vais m'arrêter pour le point de vue historique, en 1900, en fait, le peuple amérindien a rejoint démographiquement son point le plus bas. Voilà. C'est-à-dire que on estimait en 1492 qu'ils étaient 8 millions. Là, en 1900, ils sont à moins de 250 000 personnes. Voilà. Donc le 18e, surtout le 19e, ça fait beaucoup de mal à la nation Lakota, enfin à la nation, à tous les Amérindiens. Je voudrais revenir une petite... allez, pour finir sur une bonne... ouais, une note un petit peu positive, un petit peu pas du tout, avec plein d'acide dedans. Du tout. Vous savez le Mount Rushmore, alors en français ça fait peut-être plus le Mont Rushmore. Vous voyez, c'est la fameuse falaise avec 4 présidents gravés dessus. Vous savez où elle se trouve? Bah en fait elle se trouve dans le Dakota du Sud, sur les Black Hills, les montagnes sacrées amérindiennes que le gouvernement américain a volées à ce peuple. Et ben ils ont mis le visage de 4 présidents dessus. Donc il y a Washington, il y a Jefferson, il y en a un, j'ai dû oublier, Washington, Jefferson, qui c'est qui est caché? Enfin, voilà. Et c'est durant le montage en fait que je me rappelle que le nom du président qui m'échappait c'était Theodore Roosevelt, donc qui a été président à la fin du 19e, début 20e siècle. Voilà. Et surtout il y a Lincoln. Vous savez, je vous avais dit dans une précédente vidéo que Lincoln, qui était connu pour l'acte d'émancipation qui a mis fin à l'esclavage aux États-Unis, a aussi signé la condamnation de 38 chefs Sioux. Et il se retrouve gravé dans la roche, dans les Black Hills. C'est super, hein? Et un dernier petit détail qui, moi, c'est qu'en fait, à côté des Black Hills, donc dans le Dakota du Sud toujours, il y a une ville qui s'appelle Custer. Voilà. Je trouvais que c'était sympa de le dire. Le côté ironique et un peu cynique, je trouve, de ces informations-là qui m'a fait un peu bondir sur ma chaise, je vous avoue. Alors, maintenant que j'ai fait mon point historique, revenons au livre, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, moi j'ai beaucoup aimé cette saga-là. Je vous avoue que ça m'a fait un peu l'effet, parce qu'on va faire une petite comparaison avec le chocolat, ça m'a fait un peu l'effet d'une truffe, vous savez, une truffe toute douce avec la poudre de cacao dessus, et avec une amande à l'intérieur, et vous dites « Oh, c'est un peu amer quand même, hein !» Et ben, ça m'a fait un peu ça. C'est que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'en fait, déjà, on a le point de vue des femmes sur leur temps, sur le 19e, tout ce qu'elles ont vécu, tout ce que les femmes subissaient à l'époque, et ça, c'est vachement intéressant aussi. Et en plus, donc, on a le point de vue un petit peu chilien aussi, le point de vue de leur peuple par rapport à ce que fait le gouvernement américain. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit côté manichéen, c'est-à-dire que voilà, il y a les méchants américains et les gentils amérindiens, mais il y a quand même un personnage qui est juste horrible, qui est horrible, qui est amérindien et que lui, du coup, il est pas bien. Lui, il est pas bien. Et ensuite, on voit quand même aussi, je trouve, les conflits internes. Parce que voilà, c'est comme partout, à une époque on mettait les Français et les Anglais en même temps, on avait une légère tendance à se foutre sur la tronche. Hein, et puis on a remonté le tour de la destination. Et ben là, en fait, il y avait des tribus aussi qui ne se supportaient pas, qui étaient obligées de vivre un petit peu au même endroit, et avec toutes les tensions que ça peut entraîner. C'était vachement intéressant, je trouvais ça aussi, et découvrir un petit peu leur mode de vie aussi.
Je trouve que franchement, cette saga-là, elle est super bien écrite. Elle est écrite par un homme. Donc j'ai trouvé ça assez étonnant et vachement bien qu'en fait un homme, un auteur se mette à la place des femmes. Écrive comme une femme pour décrire des événements d'un point de vue de femme. Et je trouve ça assez rare et pour qu'on en parle. Parce que généralement, en fait, dans les romans, on a souvent le point de vue de l'homme et c'est finalement la lectrice qui va se couler dans le personnage masculin, alors que là, du coup, c'est l'inverse. Et franchement, c'est très intéressant. Les personnages, ben, ils ne sont pas forcément tous parfaits non plus. Hein, vous savez que c'est un point auquel je tiens, qu'il n'y ait pas de personnages super point, super machin, super truc. Non, c'est juste des êtres humains. Donc il y a des passages qui peuvent faire un petit peu grincer des dents parce qu'on a quand même le point de vue du XXe siècle. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment chouette. Donc si vous aimez l'histoire américaine, je vous promets qu'un jour je vous ferai une vidéo qui ne sera pas sur l'histoire américaine canadienne. Promis. Mais voilà, si vous aimez l'histoire, si vous avez envie de découvrir des choses dont on ne parle pas forcément, bah cette saga-là, elle se lit très bien, elle se lit très vite et elle est vraiment super chouette. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je suis désolée pour ma voix un petit peu éraillée, un peu caverneuse, hein, je me remets d'un gros rhume. Alors, bien carabiné. Voilà, donc vous me dites ce que vous en pensez. À bientôt.